Bonjour les héros. Alors aujourd'hui on visite le château de Maison Lafitte. Alors c'est un super château, je vous invite à venir le visiter. En tout cas moi je vais vous mettre toutes les accessibilités handicap, alors quels que soient les handicaps, que ce soit les personnes en fauteuil roulant ou les personnes comme moi qui peuvent être debout mais qui ont des problèmes avec les escaliers. Donc on va voir tout ça aujourd'hui, les toilettes, est-ce qu'ils sont accessibles ou pas, et puis l'histoire de ce château. Allez, c'est parti les héros. N'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner, de partager, de commenter et de partager. Merci. Allez, à tout de suite. Générique. Le château de Maison, pour les intimes le château de Maison Lafitte, a été acquis par l'État en 1905, le sauvant ainsi de la démolition. Eh oui, beaucoup de châteaux n'ont pas eu cette chance. Les visites se font depuis 1912. Il sera classé au titre des monuments historiques en 1914. J'imagine que c'était juste avant que ne démarre la Grande Guerre. Le château de Maison a été bâti pour René de Longueuil, marquis de Maison, nommé aussi le président de Maison. Il naquit en 1596 et rendit l'âme en 1677. Il hérita de la totalité des biens de son père, Jean VIII. Dès 1640, il commence la construction d'une demeure pouvant accueillir des rois. La dot de son épouse, Madeleine Boulenc de Crèvecoeur, j'adore le nom, est conséquente quand il l'épouse, puisqu'elle est la fille d'un riche magistrat. Ils auront d'ailleurs 5 enfants. En 1636, Madeleine meurt à l'âge de 27 ans, et oui, très jeune. René de Longueuil est mortifié et ne se remariera jamais. La dot qu'elle lui sera d'une grande utilité pour construire le château de Maison. Le château sera achevé vers 1650, tandis que l'entrée solennelle, les écuries, les jardins et autres nécessiteront 2 décennies de plus pour aboutir à l'achèvement du domaine. Il était président du Parlement de Paris, mais aussi capitaine et gouverneur de Saint-Germain-en-Laye et de Versailles. Rien que ça. Sur la chaîne, j'avais déjà consacré une vidéo au grand Trianon du domaine du château de Versailles. Avec Patrick, nous avions présenté la visite du château musée de Saint-Germain-en-Laye. Allez les découvrir, vous allez adorer ces vidéos. L'architecte du château de Maison est François Mansart, né en 1598 et décédé en 1666. Il fut l'architecte du classicisme à la française. Le château de Maison est considéré comme son chef-d'œuvre. D'ailleurs, fut copié dans toute l'Europe et notamment même en France, pour, oui, la France, elle fait partie de l'Europe, pour Vaux-le-Vicomte et Versailles plus tard. Donc voilà, vraiment, c'est un château qui est pas très connu, le château de Maison, mais franchement, il vaut vraiment le détour parce qu'il a mis en place tout ce qui a été fait après. Enfin, en tout cas pour Versailles et Vaux-le-Vicomte. Alors, une autre des réalisations de François Mansart que j'ai visité jadis, la galerie Mazarine du site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France, BNF. Comme vous pouvez le voir, le château n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant, contrairement au musée national de la Renaissance, Château d'Écouen, qui se trouve aussi en région parisienne. Avec son ascenseur qui dessert les 2 niveaux supérieurs, tout est plus simple. Je consacrerai une vidéo plus tard sur le château de la Renaissance, enfin le musée de la Renaissance. Enfin, c'est un château, mais bon, on l'appelle le musée de la Renaissance. Il y a quelque temps, j'étais déjà venue visiter le château de Maison, parce que je voulais d'abord voir ce que c'était avant de me préparer à tout filmer. Alors, quand je ne connais pas un lieu, je prends ma canne, ça me rassure. J'avais moins galéré qu'aujourd'hui car je voulais filmer, donc je ne pouvais pas tenir la caméra et l'appareil photo tout en me servant de ma canne. Donc j'y suis allée mollo, mais sûrement. Les escaliers sont assez vertigineux, surtout celui qui dessert le sous-sol, où se trouve la cuisine et la salle de commodité. Donc, une fois qu'on a passé la porte d'entrée avec ces 3 marches, nous nous retrouvons dans un lieu qui sert de guichet et boutique. Je vous mets les tarifs et les jours
horaire d'ouverture. Et puis l'adresse pendant qu'on y est, quand même. Bon, c'est à Maison Lafitte, hein, c'est facile à trouver. Si vous avez la carte d'invalidité à 80%, la visite du château est gratuite ainsi que pour votre accompagnateur. En revanche, pour les places de parking, il n'y en a que 2 PMR, une en face du portail et une autre à moins de 50 mètres du portail. En parlant du portail d'honneur, celui-ci n'est pas d'origine. Il provient du château de Mély-Renneval, malheureusement détruit entièrement à la fin du XIXe siècle, bien qu'il ne restait pas grand-chose de ce château après la Révolution française. Il se situait pas loin de la ville d'Amiens. On peut encore voir quelques ruines, derrière l'église, vestiges de ce que fut la demeure du maréchal de Mély. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Pour accéder à la première salle du château, il faut monter 6 marches. D'ailleurs, les toilettes se trouvent juste à droite, en haut des marches. Effectivement, elles ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant. De toute façon, tout le château n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant. Donc c'est vraiment dommage, mais voilà, c'est comme ça. Pour les personnes en canne, les 6 marches qui desservent le premier niveau étaient plutôt faciles. Je dis ça car après la visite, on était tellement fatigués et même douloureuses qu'elles furent moins faciles à redescendre. Surtout qu'il n'y a pas de rambarde. Pour les personnes comme nous, on peut se débrouiller, mais à la fin de la visite, là, on est crevé. C'est bon. Là, c'est bon, on peut dormir dans l'herbe. Et surtout, ça m'a ouvert l'appétit. Hein. J'ai envie de manger, là. J'ai faim. J'ai faim, j'ai soif, j'en peux plus. Nous avons dû déployer beaucoup d'énergie pour monter au 2e niveau ou au sous-sol, hein, parce que c'est surtout celui du sous-sol, il est pentu, l'escalier. Les musées nationaux et le ministère de la Culture font le maximum pour adapter PMR les lieux culturels. Malheureusement, parfois cela reste impossible. Je vous donne dans ces vidéos le plus d'indications sur les marches, les assises, etc. pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu car bien souvent cela n'est pas précisé sur les sites officiels. Généralement, ils pensent handicap uniquement pour ceux en fauteuil roulant. Par contre, il n'est jamais précisé que si on est en canne ou âgé ou encore maladie musculaire ou autre, la visite reste possible. Mais c'est à l'appréciation de chacun. Nous ne ressentons pas les mêmes difficultés et même avec la même maladie, il n'y a pas les mêmes difficultés. Donc voilà, il faut faire avec ce qu'on ressent. Pour ma part, je n'irai pas visiter le château de Maison en plein hiver vu l'état musculaire général qui se dégrade avec le froid. Il serait impossible pour moi de monter le grand escalier au vu des douleurs et la faiblesse musculaire que je dois supporter. Je n'aurais même pas l'idée de faire une sortie de ce genre-là entre octobre et mars. Ouais, parce qu'en fait, l'hiver, c'est tellement compliqué pour moi que voilà, je ne fais pas de sortie. Enfin, pas ça, en tout cas. J'ai sur la chaîne la vidéo du Mont-Saint-Michel. La visite, je l'avais faite en plein mois de novembre. C'était le 12 novembre, hein, vous imaginez. Je n'ai même pas pu faire le quart de la montée des marches. Bref, ça m'a servi de leçon. Il faut être en mesure de savoir ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire et selon les saisons. Voilà. Un dernier détail important. Il y a quelques assises sur les 3 niveaux. Mais bien faire attention à ne pas s'asseoir sur celles avec des ornements, fleurs ou autres, car il s'agit de mobilier de différentes époques pour agrémenter les salles. Donc interdit de s'y asseoir puisque ça fait partie des mobiliers nationaux. Et oui, parce que certains ne sont pas entourés de barrières, donc voilà. Donc ça peut arriver qu'on puisse confondre, mais non, on peut pas confondre, il y a des trucs dessus. Le mobilier, peinture, tapisserie, sculpture ou autre ornement n'est pour la plupart jamais d'origine. C'est des pièces souvent rapportées du 19e ou 20e siècle. Allez, c'est parti pour la visite, on y va. Nous sommes au premier niveau du château, juste après le guichet. Donc après les 6 marches. Et donc, nous sommes juste après les toilettes aussi. Dans la première salle, nous avons la maquette du château de Maison et une reproduction d'un médaillon qui habillait l'une des grilles de ferronnerie du vestibule. Les grilles ont disparu, mais il reste les immenses portes d'honneur que nous verrons plus tard, puisqu'on ne rentre plus par le vestibule pour la visite du château. Les originaux des médaillons sont au musée du Louvre, au seuil de la galerie d'Apollon. Le cabinet du marquis servait d'espace intime où il pouvait travailler tranquillement ou recevoir pour converser sur divers sujets. Voilà.
Le plafond peint est d'époque puisqu'il date de la première campagne de construction du château de Maison vers 1630. Donc on quitte le cabinet du marquis et la première salle où il y a la maquette pour arriver au cœur de l'antichambre du marquis de Longueuil, où se trouve un billard à la française. On appelle ce chef-d'œuvre en bois d'acajou le billard aux sphinges, puisqu'il est monté sur d'imposants et majestueux pieds en forme de sphinge. Alors, j'espère que je prononce bien le mot. Hein. Il a été réalisé par l'ébéniste Mathurin-Louis Cosson en 1833. La grande qualité de ces billards fit de lui le fournisseur breveté du garde-meuble royal. Ce billard aux sphinges fut acquis en 1834 par le roi Louis-Philippe pour le palais des Tuileries. Bon, alors comme on le sait, le palais des Tuileries est parti en fumée durant la Commune en 1870. Donc voilà. Donc heureusement que le billard est sorti avant, j'imagine, parce que sinon il serait pas là. Donc directement après l'antichambre, il y a la chambre des captifs, qui doit son nom aux sculptures de la cheminée. Un triomphe antique surmonté de 2 captifs agenouillés. Dans le médaillon, on peut voir le roi Louis XIII. La chambre devait posséder un lit à haut pilier qui a dû recevoir le cardinal Mazarin, qui était le ministre de la régente Anne d'Autriche et du jeune roi Louis XIV. J'ai été fort impressionné par les toiles, mais celle que j'ai préférée et qui orne majestueusement la pièce est celle du chevalier volaire, qui s'intitule « L'éruption du Vésuve ». Je vous laisse admirer. Nous quittons donc la chambre des captifs et l'antichambre pour aller vers le vestibule. Alors, il y a le premier vestibule et après, il y a le vestibule d'honneur. Donc, vous voyez, c'est pas évident pour les personnes handicapées en canne parce qu'il n'y a pas, c'est pas accessible, mais c'est normal, c'est des monuments nationaux. Il y a des monuments qui sont pas possibles de rendre accessibles. Donc on fait comme on peut. Moi, je vais faire pareil. Je vais me tenir un petit peu pour descendre les escaliers. Alors en plus, j'ai pas ma canne, mais je me débrouille beaucoup mieux que Jamila parce que Jamila a vraiment des gros problèmes. Hein. J'adore le sol. Le sol est magnifique. Alors, on va essayer de se tenir comme on peut. Et voilà le grand escalier. Alors, il y a le premier vestibule et après, il y a le vestibule d'honneur, qui met en scène une entrée magistrale, fermée à cette époque par des grilles de ferronnerie dont on a pu voir une reproduction dans la première salle. Cette entrée magistrale a mené à l'escalier monumental. Vers les années 1630, les vestibules avaient la cote. J'imagine les hôtes fascinés en entrant par ce large espace à l'image des atriums antiques, puis découvrir un escalier imposant et une autre entrée de la même prestance donnant sur les jardins. Ouais, ça devait être super. Les bas-reliefs sculptés par Gilles Guérin représentent la Terre, Cybèle dirigée vers le parc, l'eau, Neptune vers le fleuve, l'air, la déesse Junon et son pan, et le feu, Jupiter, le père de tous les dieux de la mythologie romaine, se tenant aux côtés d'un aigle. Et puis, il y a aussi les colonnes doriques, et au-dessus, les aigles qui font référence à la famille Longueuil, puisque les aigles ont la capacité de voir très loin. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, long œil pour les aigles, bah oui. Donc, il y en a 4 aigles. Alors, parlons maintenant de l'escalier d'honneur avec ses 4 volets d'escalier. Les 2 premières parties s'appuient sur des murets
et les deux derniers volets donnent une impression de flotter dans les airs grâce aux arcs qui les soutiennent. C'est très très beau, franchement, j'adore cet escalier. La magnificence de cet escalier est aussi due qu'en haut, la coupole ovale de couleur jaune lui confère une douceur qui contraste avec le bas de forme carrée, plus cérémonieux. Et quand on arrive ici, on se dit on est des warriors. Hein. Ouais, Rocky Balboa. C'est vrai. Franchement, ça vaut la peine. Tu m'étonnes. Au deuxième niveau, après le grand escalier, se trouve l'appartement des femmes qui était fermé lors de ma sortie avec mon ami et sa fille. Heureusement, j'ai pu voir cet appartement en enfilade lors de ma précédente venue. Alors, il y aura que des photos parce que j'ai pas pris la caméra à ce moment-là. Le nouveau propriétaire, en 1804, le maréchal Lane, ou Lane, je sais pas comment on dit, il fait diviser l'antichambre en mettant un couloir qui desservira plusieurs chambres. C'est en 1818 que le banquier Jacques Lafitte acquiert ce château. On peut y voir son buste. La configuration actuelle date de la Restauration entre 1815 et 1830. J'imagine que c'est Jacques Lafitte qui a commandé cette décoration sur des thématiques très en vogue à l'époque de Charles X. Dans les petites chambres ou appartements logeaient des personnalités de l'histoire de leurs contemporains à l'époque. Le marquis de Lafayette y aurait séjourné. Donc malheureusement, cette fois-ci, j'ai pas pu visiter les appartements des femmes. Et l'ami avec qui je suis n'a pas pu voir ça, c'est dommage. Je sais pas pourquoi c'était fermé, mais bon, c'était pas ouvert. Alors, comme le château est en rénovation, là, vu que la façade, c'est de ce côté-là, hein, donc peut-être que c'est dû à ça, hein, c'est fermé à cause de la rénovation. Donc on retourne en haut du grand escalier, et il y a l'antichambre du roi ou le salon d'Hercule. Magnifique. Franchement, le château, il est trop beau. Jadis, la peinture Hercule triomphant de l'hydre ornait la cheminée. Le portrait de Louis XIV en costume de sac est une copie de l'œuvre de Hyacinthe Rigaud. L'immense cheminée sculptée par Gilles Guérin servait à chauffer la grande salle. Au sommet de cette cheminée, les armoiries portées par deux aigles témoignant de la grande richesse des propriétaires. Alors là, on rentre, c'est la chambre du roi. Je vous laisse admirer les meubles, les tapisseries, les tableaux. Il y a même un lieu d'aisance près de son lit monumental.
Alors, on a une latrine. Alors ça, c'est pour faire ses petits besoins. Et un lavabo. Ça s'appelait les latrines, les toilettes. Oh, moi, je trouve que ça, c'est beau, là. Ah oui, c'est vrai, je l'ai pas pris, tiens, le carrelage, t'as raison. Le carrelage, Kauter a bien remarqué le carrelage, qui est très très beau, effectivement, t'as raison, Kauter. C'est un peu cassé, mais ouais. C'est pas grave. En contournant le lit du roi par la gauche, on arrive dans le grand cabinet, dit le cabinet à l'italienne. Le lambris du XVIIe siècle a été remplacé par une décoration du XIXe siècle. Toutefois, la coupole d'origine a été conservée. J'adore le meuble avec tous ses tiroirs et recoins. Bien qu'imposant, il serait idéal pour les loisirs créatifs. Ouais, bah c'est un peu comme celui qui est dans la chambre du roi. Hein. Franchement, trop bien. Depuis le grand cabinet, on peut admirer le cabinet au miroir. Tout est du XVIIe siècle. Je ne vais pas vous énumérer tous les matériaux, mais il y a du bois importé d'Asie pour certains, de la nacre, une coupole ornée de peinture, bref, une pièce unique emplie de détails subtils. On pourrait passer 1 heure à la contempler sans vraiment tout voir. J'aime bien les petits trucs qu'ils ont mis pour pas qu'on s'assoie dessus. Magnifique. Donc, nous redescendons au premier niveau pour prendre à gauche après le grand escalier. Et là, il y a les pièces du comte d'Artois, et donc la salle à manger du comte d'Artois. Je trouve la salle à manger de Charles-Philippe, comte d'Artois, magnifique, avec ses grandes colonnes et les statues représentant les 4 saisons. La table dressée pour montrer le faste de l'époque nous donne un aperçu des fêtes qui pouvaient être données en ce lieu. La cheminée devait crépiter à tout va. Bacchus, notre dieu du vin et de la fête, devait présider du haut de la cheminée. A priori, le mobilier est de l'époque où le comte, frère de Louis XVI, acheta le château en 1777. C'est lui qui fit réaménager ces pièces en appartements de repas. En tout cas, ma maman, elle kifferait cette table. Donc voilà, la salle à manger est magnifique. Les fresques, tout est sculpté. Il y a des médaillons, il y a tout, quoi. C'est magnifique. Donc ça, c'est le parc du château, qui est tout petit, avec la route par où on est arrivé. Donc voilà. J'adore le faux gâteau. Miam miam, ça me donne envie de manger là. La pièce qui amène à la salle à manger, devenue un corridor, servait à prendre une collation. Il y avait même une fontaine à eau pour se laver les mains.
Alors j'imagine le comte d'Artois et futur Charles X se laver ses petites mimines avant de prendre un encas sur un des buffets dressés à la place des chaises où s'asseyait sûrement la comtesse du Caïla. Alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, Caïla, mais bon, on verra. J'adore son portrait sur le perron de sa demeure de Saint-Ouen avec ses enfants, Valentine et son frère Pierre Hugolin. Cette œuvre, commandée par Louis XVIII, qui décéda peu de temps après, sera réalisée par le baron Gérard. Elle sera finie en 1825 lors du règne de Charles X, qui ne sera roi que de 1824 à 1830. Oh, c'est beau. Je veux bien voir la même table. Bon, en fait, il faut une grande pièce comme ça, hein, parce que sinon, dans les petits appartes où je suis... Oh, c'est marrant, ils ont mis un faux feu. C'est trop bien fait. Alors, j'aime bien à chaque fois le signe de l'aigle. Ensemble provenant du cabinet gothique du premier étage du château de Saint-Ouen. Je ne savais même pas qu'il y avait un château. La salle des Stucs, en face du corridor, est séparée par un couloir. Alors franchement, c'est une des salles que j'ai adorées parce qu'il y a plein de jeux. À la base, c'est une pièce qui servait de salle à manger pour les officiers du comte d'Artois. Et il y avait une cheminée à l'époque. Alors pourquoi elle n'y est pas, je ne sais pas. Le style anglais est prédominant car à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ça avait la cote. À la fin de l'Ancien Régime, les salles de jeu étaient très appréciées. Les meubles légers et de petite taille pouvaient être déplacés comme les voyeuses. Alors, c'est des sièges qui permettaient aux dames de suivre les parties en cours. Alors, on repart vers le grand escalier, mais avant le grand escalier, on a l'escalier super pentu qui ramène au sous-sol, cuisine et lieu d'aisance. Coucou tout le monde. Alors le château est magnifique, très beau, très grand. Toutes les pièces sont de plus en plus belles. On en découvre à chaque fois qu'on traverse une pièce, c'est magnifique. L'inconvénient, c'est quand on est en situation de handicap. Quand on est en chaise roulante, à mon avis, c'est pas possible, c'est dommage. Pour un handicap comme le mien, eh ben, en fait, il faut à chaque fois se tenir et descendre tout doucement les marches. Il y a beaucoup de marches, mais c'est faisable. Exactement, c'est faisable. Faut prendre son temps, mais ça reste faisable. Moi, j'y vais tout doucement pour que je puisse faire tout le château. Mais vraiment, c'est très beau, mais c'est faisable. Doucement, c'est faisable. Oh, c'est magnifique. C'est très beau. Oui, j'y arrive quand même, mais il faut pas avoir quand même un handicap lourd. Il faut pas avoir le vertige parce que c'est vachement... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et conseil, basket. Les baskets. Baskets, semelles, la totale. Si besoin, bas de contention. Donc là, il n'y a pas de rampe du tout. Donc là, du coup, c'est embêtant parce qu'on n'a nulle part où se tenir. Donc je me tiens au mur et je descends tout doucement. Faut pas avoir de vertige, mais bon, ça le fait. Hein. Les marches, elles sont pas très hautes. Donc vraiment, je vous conseille. Mais voilà, là, il y a une barre, je me tiens et vraiment, doucement, prendre son temps. En fait, c'est ça le secret. Prendre son temps pour visiter tranquillement et passer un agréable moment. Après avoir difficilement descendu l'escalier qui mène à l'office, nous sommes passés par un vestibule où se dressent les panneaux appelés les panneaux retrouvés. Alors, il y a des toilettes ici, mais pas accessibles au fauteuil roulant, je pense. Les 7 panneaux pourraient représenter le jugement de Paris, décrit par Homère dans l'Iliade. Alors, je ne sais pas si on dit Paris ou Paris, je ne sais plus. Sont représentées les divinités féminines, Minerve, Junon, Vénus, Hébé, Iris, Psyché, et le panneau avec un arc et le flambeau de l'hymen. En prenant le chemin en face de l'escalier, on arrive dans une grande pièce avec une cheminée et de grandes baies vitrées. De la chambre de René de Longueuil, au premier niveau,
ou de celle du roi au deuxième niveau, on pouvait accéder à la chambre au bain par un petit escalier. La cuve polylobée d'1 mètre de profondeur fut retrouvée dans les fouilles menées en 2004 et 2006. Ouais, bah en tout cas, elle est trop profonde pour moi, hein, parce que moi, je rentre pas dedans. Je plie pas les jambes, donc ça aurait été compliqué pour moi. Mais bon, j'imagine qu'ils avaient des personnes pour les aider. Hein. Jadis, la pièce était meublée de sièges et d'un lit pour se reposer après son bain. Bah oui, il fallait bien se reposer, hein, parce que c'était fastidieux de prendre un bain. Une collation était servie à cette occasion. Oui, je dis bien occasion, car je me doute qu'à la Renaissance ou encore au siècle des Lumières, on ne prenait pas souvent un bain puisque l'eau était considérée comme porteuse de maladies. D'ailleurs, ça devait bien puer dans les châteaux et ils devaient se mettre de là. Du parfum à tout va, ça devait être l'horreur. Enfin, moi, je n'aurais pas vécu à cette époque. Hein. Oh, ça fait rêver. Hein. Ils ont tout ce qu'il faut. Et donc, après, on a la cuisine, normalement. J'aime bien. Tout est factice, mais c'est trop marrant. Ouais, c'était l'endroit où on préparait pour les seigneurs et les rois les repas. Bon, je suis pas sûre qu'ils avaient tout ça comme variété, parce que bon, on n'est pas à côté de la mer ici pour les huîtres. Donc tout était en cuivre a priori. Une pièce assez incroyable. Donc la cheminée énorme. Il devait cuire des gros rôtis dedans. Donc ouais, c'est une pièce, voilà, c'est l'eau qui arrivait directement ici, ce qui est assez étonnant pour un château de cette époque. Ouais, elle m'a l'air quand même assez moderne, la cuisine. Je pense qu'elle date pas du tout du XVIe ou XVIIe siècle. Hein. Je pense qu'elle est beaucoup plus récente, peut-être XVIIIe, XIXe. Parce que l'eau courante qui arrive directement ici, ça me semble bizarre pour un château du XVe, XVIe siècle. Bon, en tout cas, ouais, je fais attention hein, parce qu'il y a des pavés. Hein. Donc voilà. En tout cas, pour cet endroit, pour les enfants, pour créer, c'est un super endroit, je trouve. Alors, je sais pas où est Jamila. Jamila! Alors, effectivement, les toilettes sont pas du tout accessibles. Je la voyais plus haute, la porte. Bon, voilà. On a réussi, on est des champions. Attends, on va faire Warrior. Attends. We are the champions. On l'a fait. On l'a fait. Yes, we can. Il ne reste que 2% de la surface d'origine du domaine. Bon, il y en a qui disent 1%, d'autres 2%. Bon, en fait, c'est pas le principal. Enfin bon, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. L'urbanisation a eu raison de ce vaste domaine qui couvrait toute la partie nord de la ville de Maisons-Laffitte. J'ai d'ailleurs été très surprise de la proximité des voisins et de leurs maisons qui contrastent avec un château dont l'élégance n'a rien perdu de son passé glorieux. Le bassin et le tracé de la terrasse sud sont les seuls vestiges historiques des jardins, qu'on devine à l'abandon au vu de l'herbe laissée à sa guise pousser. Mais j'aime bien, car la nature semble reprendre ses droits. Et puis bon, les allées d'arbres sont quand même assez bien taillées quand même. Hein. Donc en bas du château, après l'entrée sud, il y a la magnifique entrée de la salle de fraîcheur redécouverte dans les années 1956 et refaite à partir des plans du XVIIe siècle. Voilà, la visite du château de Maisons-Laffitte est terminée. J'espère que ça vous
vous a plu, que vous avez pu voir les accessibilités, que vous avez liké, vous abonner, vous partager, commenter. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du château de Le Maison château, Lafitte? magnifique, une très belle après-midi. Abonnez-vous, plein de petits pouces. Karima, elle fait de très belles choses, elle pense aux autres. Tout le monde n'est pas comme ça, donc abonnez-vous, likez et à très bientôt. Merci pour une prochaine vidéo. Bye bye les héros!